en rapport par rapport à l'histoire du jeu vidéo, c'est que c'est un ordinateur qui est sorti nanti de prises MIDI, dites MIDI, qui sont en fait une norme électronique de transfert en fait, de signaux, de commandes, des synthétiseurs musicaux, etc. Et donc l'Atari ST a remporté notamment un très très grand succès auprès des musiciens professionnels, puisqu'il permettait notamment à notre cher et national Jean-Michel Jarre d'animer ses concerts en pilotant les synthétiseurs avec cette simple machine qui coûtait que 3000 ou 3500 francs, en tout cas dès 1987 en France. Donc voici un jeu qui a été réellement une révolution, et on a porté de dire dans les communautés d'Ataristes, c'est-à-dire les utilisateurs d'Atari ST dont je faisais partie, que lorsque Dungeon Master est sorti en 87 sur l'Atari ST, c'était une telle claque, une telle révolution dans le jeu vidéo, que ce jeu-là a fait vendre beaucoup plus d'Atari ST que toutes les publicités d'Atari France réunies. Et je vous promets de croire que c'est vrai. Lorsque ce jeu est sorti, il a obtenu d'ailleurs un tilt d'or dans le magazine Tilt français de l'époque. Il y a eu 2 tilts d'or d'ailleurs sur des jeux Atari ST, l'Arche du Capitaine Blood que je ne présenterai pas ici, et Dungeon Master. Et Dungeon Master, c'est quoi? Dungeon Master, on lui doit finalement d'avoir à l'époque inventé réellement le jeu vidéo temps réel. Avant Dungeon Master, notamment les jeux d'aventure, même s'ils étaient graphiques, lorsqu'on se déplaçait d'une case, les ennemis en face se déplaçaient d'une case. Les ordinateurs n'avaient pas assez de puissance pour rendre en fait les monstres entre guillemets qui se déplaçaient dans les corridors ici du donjon comme Dungeon Master intelligents et d'aller à notre rencontre. Et lorsque sort Dungeon Master, les ennemis se déplacent même si vous ne faites rien. Et qui plus est, vous les entendez. L'Atari ST est suffisamment capable sur le point de vue sonore pour employer notamment des digitalisations sonores. Donc on va peut-être l'entendre si on ouvre la grille, on va avoir un bruit de grille un petit peu comme dans votre vieux jardin. On ne l'entendra pas, tant pis. Mais on aurait pu l'entendre. Et donc tout cela donne en fait une atmosphère vraiment très prenante, très pressante, très oppressante pour Dungeon Master, pour les joueurs de jeux vidéo qui jouent en Dungeon Master. Et c'est surtout cet aspect temps réel qui allait révolutionner le jeu vidéo, et bien sûr un aspect qu'on a retrouvé dans beaucoup de jeux vidéo après. Vroom de l'Encore, donc l'Encore c'est une société française. D'ailleurs ce jeu a été écrit par un de nos membres d'honneur de l'association Avancement.com qui s'appelle Daniel Macré. Donc Vroom en fait est un simulateur de conduite automobile, sportive. Il est d'ailleurs jouable dans Game Story. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez le jeu Pole Position sur Atari 2600. Eh bien lorsque sort Vroom en 1990 sur Atari ST, il est d'une telle qualité au niveau de l'animation, puisqu'il mélange de la 2D, un petit peu de 3D, parce qu'il y a déjà vous voyez, les ponts qui passent, etc., qui sont déjà en 3D, en surface pleine. Et vous voyez, comme on peut le voir ici, les véhicules qui partent à l'horizon diminuent jusqu'à devenir un simple point à l'horizon, puis grandissent de manière très fluide. Donc ça donne une excellente impression de vitesse, et finalement la notion de profondeur est extrêmement bien rendue dans Vroom. Donc à l'époque, lorsque le jeu sort, les utilisateurs d'Atari ST se disent « mais c'est incroyable qu'on arrive à faire un tel jeu vidéo sur notre machine », c'est presque à se demander s'ils n'ont pas mis des puces graphiques dans la disquette. Voilà. Et donc c'est un jeu vidéo très performant pour l'époque en termes de conduite, donc je vous intéresse bien sûr à l'expérimenter dans Game Story en haut. Le grand concurrent de l'Atari ST, c'est bien sûr l'Amiga 500. En fait, l'Atari ST était né, on va dire, un petit peu vite. La volonté de l'Atari, c'était donc d'apporter un concurrent à l'Apple Macintosh et donc d'obtenir des parts de marché grâce à cela. Et sort donc en 87 l'Amiga 500, qui est en fait une machine réellement portée vers la performance, notamment graphique et sonore. En fait, les concepteurs de l'Amiga 500, ils n'avaient, en tout cas à l'origine, qu'une volonté, c'était créer une borne arcade, et donc ils voulaient utiliser les processeurs graphiques et sonores les plus performants de l'époque pour donner des jeux vidéo les plus riches et les plus performants de l'époque. Donc, moyennant certains revirements, en tout cas dans la société d'origine, qui s'appelait donc Amiga, qui est racheté par Commodore, sort donc un micro-ordinateur qui allait devenir le grand concurrent de l'Atari ST, et qui s'appelle donc, sous cette domination, sous ce boîtier, l'Amiga 500. Et l'Amiga 500, lorsqu'il sort, vous savez qu'on en va beaucoup parler dans les années 2000, en termes d'usage de PC personnel, ça s'appelle de multimédia. Voilà, le mot multimédia va apparaître quelques années plus tard, à peu près une dizaine d'années plus tard, au niveau des PC personnels, lorsque finalement les ordinateurs personnels seront capables de figurer à la fois des images suffisamment belles, suffisamment photoréalistes entre guillemets, ou des sonorités
dans un jeu vidéo, quoi qu'est-ce, suffisamment proche de la réalité également. Le multimédia, c'est ça, c'est une machine capable de produire des images et du son de manière la plus naturelle possible. Et on peut dire que l'Amiga 500, grâce à ses performances graphiques et sonores extrêmement performantes pour l'époque, eh bien, est le premier réel micro-ordinateur multimédia de l'époque. Et donc, bien évidemment, une telle capacité va être produit des jeux vidéo bien supérieurs à tout ce qu'on a vu auparavant, notamment sur les consoles de jeux ou le micro-ordinateur 8 bits, et même, je dirais, dommage qu'il y ait des fans d'Atari ST comme moi dans la salle, même bien supérieur à l'Atari ST. Donc Battle Squadron, qu'on a failli rendre jouable dans Game Story, mais finalement on n'en a pas eu la place. Donc c'était un type shoot'em up, je vous ai montré Phoenix, ce petit vaisseau qui tire sur des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Battle Squadron, c'est réellement le state of the art de l'époque en termes de jeu de combat, enfin de jeu de shoot'em up, excusez-moi, de jeu de tir. Et il est très très beau, il est digne des salles d'arcade. Et bien sûr, c'est un jeu qui va très très bien marcher sur un Amiga 500. Un autre jeu qui signifie bien finalement les avancées, notamment dans les performances. En fait, il n'y a qu'une voie sonore. Excusez-moi. Il n'y a que la droite ou la gauche. Bon. Il n'y a que la droite ou la gauche qui sort et l'Amiga est capable de faire la stéréo. Donc Grid Course 2, lorsqu'il sort en 91, c'est là encore une fois une réelle avancée dans la simulation sportive, notamment ici, comme on le voit, de tennis. Donc entre guillemets, on est passé de Pong à ça, dans l'espace de quelques années. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnages que l'on pourrait presque reconnaître par rapport à la réalité, et surtout ce que l'on entend, on entend un arbitre qui parle de manière claire, avec des digitalisations sonores, avec un fond, donc ici Roland Garros, sur terre battue. En fait, la notion de photoréalisme commence à apparaître réellement dans le jeu vidéo. Et bien sûr, les constructeurs de consoles de jeux ou de micro-ordinateurs vont n'avoir de cesse que de rendre plus performants leurs consoles ou leurs ordinateurs pour leur permettre d'afficher des graphismes ou de donner des sons de plus en plus riches et de plus en plus proches de la réalité. Donc déjà, en 91, vous aviez ce jeu tennis déjà très performant pour l'époque. Et puis 85, on a vu donc que le micro-ordinateur cartonne, hein, on est passé du 8 bits au 16 bits, l'Atari ST se vend en plusieurs dizaines de millions d'unités partout dans le monde, l'Amiga pareil, on voit des publicités monstrueuses, on voit même les frères Bogdanov faire la publicité pour l'Amiga 500, si certains se souviennent, enfin bref, le micro-ordinateur devient un phénomène de société, et surtout, le micro-ordinateur a cette capacité, grâce notamment à l'emploi, à l'usage de mémoire de masse, comme les lecteurs de disquettes, de pouvoir enregistrer vos créations, et notamment vont permettre à des gens du tout public, aux premiers utilisateurs, de commencer réellement à appréhender la création de jeux vidéo, et donc à devenir créateur de jeux vidéo, voire à devenir, grâce notamment aux capacités graphiques de l'Amiga, infographiste, voire à créer de la musique, etc., etc. Donc on va dire qu'avec la micro-informatique, c'est surtout toute une gamme de métiers liés à l'informatique ou à la création dans le jeu vidéo qui vont émerger grâce aux consoles de jeu, enfin excusez-moi, grâce au micro-ordinateur 16 bits. Et contre toute attente, 1985 sonne le retour de la console de jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est, on l'a vu, donc le marché de jeux vidéo s'est effondré totalement aux États-Unis, puis un petit peu plus tard en Europe ou partout dans le monde avec le jeu vidéo familial sur console, plus personne ne voulait acheter de console de jeu. Et en fait, au Japon, en 83, exactement la même année que le crash d'ailleurs, Nintendo donc, avait lancé une console de jeu qui s'appelle la Famicom, et qui remporte un très vif succès, puisque elle fait partie des icônes même du jeu vidéo japonais. Très rapidement, d'innombrables éditeurs japonais se lancent sur cette machine et produisent des jeux vidéo d'excellente qualité. Donc voyant cela, et puis avec cette machine sur le bras, Nintendo finalement s'ouvre au marché international, et puis regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, et se dit, bon, on a compris ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que Atari avait construit une machine de jeu, la VCL 2600, qui était somme toute performante pour l'époque, mais malheureusement avait donné libre droit à tout le monde de faire tout n'importe quoi, et c'est ce qui a provoqué l'effondrement du marché domestique du jeu vidéo aux États-Unis. Nous, Nintendo, on va bien sûr acquérir de la sagesse par rapport à ce fait d'actualité, et on va en fait commercialiser notre Famicom en la renommant, en modifiant la console pour la renommer NES, donc la fameuse console que vous connaissez certainement tous, la voici, qui a été pour beaucoup, peut-être même d'entre vous, la première console de jeu, qui va être vendue à plusieurs dizaines de millions d'unités partout dans le monde. Hein. Ça va être un succès absolument phénoménal. Mais l'intérêt de la NES, lorsqu'elle est lancée en 85 aux États-Unis
Et 1 ou 2 ans plus tard, partout en Europe, c'est que Nintendo a très bien compris ce qui s'était passé, donc, comme je vous l'ai expliqué, avec le marché américain. Et donc, en fait, ce qu'ils font, ils vendent certes la possibilité à des éditeurs, quels qu'ils soient, de faire des jeux sur leur console NES. Mais un éditeur de jeux vidéo sur NES, dès 1985, lorsqu'il crée un jeu, il doit aller présenter à Nintendo son jeu, et Nintendo doit accepter, doit valider que le jeu est bon ou pas. Et si le jeu n'est pas bon, eh bien l'éditeur il reprend son jeu, et il rentre chez lui, et il a tout perdu. Et tant pis pour lui. Et ça permet quoi? En fait, ça se qualifie sous la forme de ce qu'on voit sur les cartouches de jeunesse. Vous avez une espèce de sceau qui s'appelle le sceau de qualité de Nintendo. Ça signifie que Nintendo a approuvé le contenu du jeu et l'a noté sur différents critères en termes de jouabilité, de qualité des graphismes, du son, etc., etc. Et a permis donc à l'éditeur de le sortir sur le marché. Et mine de rien, grâce à cela, ça fait totalement redémarrer le marché domestique du jeu vidéo familial sur console de jeu. Grâce à cela, grâce au succès de la NES, le jeu vidéo sur console de jeu redémarre quasiment à la même vitesse qu'il avait explosé au début des années 80 aux États-Unis. Si ce n'est qu'entre-temps, vous l'avez compris, le jeu vidéo était à l'origine américain, il va devenir maintenant essentiellement japonais. Et donc pour signifier le fait qu'effectivement la NES cartonne et que les gens sont de nouveau intéressés par le jeu vidéo sur console, eh bien en 87, donc en France, la NES ne sort qu'avec une douzaine de titres, mais effectivement dans les 12 titres, vous avez Mega Man, vous avez Zelda, vous avez Super Mario Bros, vous avez Duck Hunt, je ne vais pas tous les énumérer, mais vous les connaissez certainement tous, ce sont tous des hits fantastiques. Et effectivement, les gens, à Noël 87, lorsqu'ils ont le choix entre un micro-ordinateur, peut-être même 16 bits très performant, mais qui coûte encore 3500 francs, où les jeux, il faut encore les acheter, bon, bref, il y a les périphériques, etc., ou une console de jeu, la NES, qui coûte ici 1500 francs, eh bien, voilà, les gens font immédiatement leur choix, ils vont acheter de la NES, et le marché redémarre ainsi. Donc quelques jeux, je vous ai parlé bien sûr de Super Mario Bros, c'est évident, il est jouable d'ailleurs dans Game Story, et bien voilà, Super Mario Bros, immense succès, gigantesque succès, mascotte de Nintendo pour les années à venir, et bien sûr une mascotte qui continue de vivre de nos jours, donc c'est même pas la peine d'ailleurs que je perde de l'énergie à vous expliquer ce qu'est Mario, tout le monde connaît. Une autre saga, voilà, datant de l'époque, hein, bien sûr, The Legend of Zelda. Autre succès immense sur la console NES, ce sont des jeux qui se vendront en plusieurs millions d'exemplaires en l'espace de quelques mois. Et partout dans le monde, on jouera à Mario, on jouera à Zelda, etc. etc. Tetris, donc Tetris, ça me fait particulièrement plaisir de le présenter, parce que peut-être que si vous suivez l'activité de l'association, Alexei Patinov, le créateur de Tetris, est membre d'honneur, le premier membre d'honneur de l'association Motion.com, donc en acceptant finalement de nous aider à travailler avec nous sur ce projet de création d'un espace permanent, d'un musée permanent national des jeux vidéo. Donc Tetris, succès immense, hein, qui à ses débuts finalement était un jeu qui était joué sous le manteau, parce que dans l'université dans laquelle il était créé, les gens ne voulaient pas que les informaticiens ou les ingénieurs perdent leur temps à jouer à Tetris sur les micro-ordinateurs russes de l'université. Donc en fait, ils se divulguaient, ou ils se vendaient, ou ils se copiaient sous le manteau, jusqu'à ce que certaines personnes s'aperçoivent du succès, enfin du potentiel formidable de ce jeu-là, et que Nintendo mette la main sur la licence, et dès 1989 vendent le jeu donc sur la NES, et également sur la fameuse Game Boy, la première console portable de Nintendo, sur laquelle il allait rencontrer un succès absolument phénoménal. La grande concurrente de l'Atari CS de la Nintendo NES, c'est bien sûr la Sega Master System. Donc Sega en fait est un éditeur de bandes arcade très connu déjà dans les bandes arcade, parce que c'est un éditeur qui a conçu des jeux aussi fantastiques que Outrun, que Hang-On, Golden Axe, etc., etc. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, mais bref, un éditeur que les gens sont habitués à rencontrer dans les salles d'arcade, avec les jeux vidéo les plus avancés, les plus performants techniquement qu'ils soient. Et donc Sega s'intéresse bien sûr au marché domestique du jeu vidéo, et ils voient le formidable succès de la NES, et se disent, nous aussi bien sûr on va mettre au monde une console de jeux 8 bits, que 8 bits j'ai envie de dire, mais voilà, c'est exactement la concurrence de la NES, et en termes de prix, c'est la même chose, c'est une console qui vaudra entre 1500 et 1800 francs, à mettre en parallèle par rapport aux 3000 et quelques francs que coûte un micro-ordinateur de l'époque.
Donc c'est une console de jeu Sega, et donc du coup, elle va recevoir, c'est ça son immense avantage, des adaptations de bornes d'arcade des jeux Sega. Donc on verra dessus Double Dragon, on verra dessus Outrun, etc. Bien sûr, la console de jeu n'est que 8 bits, alors que les bornes d'arcade à l'époque sont déjà de catégorie 16 ou 32 bits. Et puis voici notamment Alex Kidd. Alex Kidd, je le présente ici vite fait, c'est un jeu qui était notamment intégré à la console de jeu. Donc vous achetiez, en tout cas certaines Master System, vous achetiez la console, vous avez déjà un jeu intégré, c'est qui était donc Alex Kidd in Miracle World. Et l'intérêt d'Alex Kidd, c'est qu'en fait c'est la première mascotte de Sega. Voilà, personne ne la connaît, ou presque. Le problème est que, en fait, Alex Kidd, c'est la représentation d'un mythe chinois, c'est l'enfant singe. Et en fait, bien sûr, en Occident, personne n'en a jamais entendu parler. Donc, avoir une mascotte internationale qui, pour nous, en tout cas européenne, ne signifie absolument rien, même pour les Américains d'ailleurs, eh bien, ça n'a absolument pas marché. Donc, on verra apparaître quelques années plus tard une vraie mascotte pour Sega. On y reviendra juste après. Vous savez qui c'est. Notre jeu intéressant, mais je ne vais pas laisser la vidéo tourner, c'est Golvelius d'un studio japonais qui s'appelle Compile, qui est un studio japonais vraiment très performant à l'époque. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez certainement le premier Zelda sur la NES. Il y a eu un deuxième épisode, il y a eu plusieurs. Il y a eu le Zelda 2, en fait, qui était radicalement différent, qui était vu de côté. Voilà, vous voyez Link qui se balade de côté. En fait, Golvelius, c'est un petit peu le Zelda 1 plus 2 de la Master System. Donc on va retrouver des phases de jeu dans lesquelles on déplace son personnage vidéo à la Zelda, et vu de côté, le profil dans des labyrinthes à Zelda 2. Donc c'était amusant, c'est pour ça que je l'ai montré ici. Et puis bien évidemment, les micro-ordinateurs étaient passés déjà aux catégories, aux générations 16 bits, on l'a vu à l'Atari ST et l'Amiga 500, et bien évidemment, les constructeurs de consoles de jeux, eux aussi, commencent à employer des processeurs graphiques et sonores de catégorie 16 bits pour avoir des consoles de jeux qui vont être beaucoup plus performantes et pour essayer d'avoir sur le marché la console la plus performante du marché. Point barre. Et donc la première console de jeu de catégorie 16 bits, c'est un outsider entre guillemets qui la sort dès 87, c'est NEC. NEC en fait personne n'en a jamais ou presque entendu parler en tout cas aux États-Unis et en Occident, parce que NEC construit des micro-ordinateurs et quasi exclusivement au Japon avec la gamme des PC88 et PC98. Vous n'avez certainement jamais entendu parler, c'est normal. Malheureusement, il faut savoir que, j'estime que à peu près 50% de tout ce que nous connaissons en termes de jeux vidéo provient du marché du PC88, du PC98 au Japon. Ont été créés sur ces plateformes-là. C'est juste pour une information, bien sûr, je vous amène, si vous pouvez vous renseigner là-dessus. Quasiment tous les contenus, toutes les sagas, tous les personnages, vraiment tous les univers de jeux vidéo qu'on connaît encore de nos jours, ont certainement été créés sur ces machines-là à l'époque. C'est absolument colossal, il existe plusieurs dizaines de milliers de jeux sur ces deux plateformes. NEC, donc, finalement, commercialisé ces micro-ordinateurs, et puis un jour, en fait, un studio, un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Hudson Software, vient les voir en disant écoutez, nous on développe des jeux vidéo, notamment sur la Famicom, qui remporte un très grand succès, donc on est nous-mêmes un puissant éditeur, on sait très bien faire des jeux vidéo, et en fait on a imaginé dans nos têtes à quoi devrait ressembler, en termes de composants, la console de jeu idéale qui nous permettrait de faire les jeux les plus performants. Et ça, c'est pas un ingénieur, c'est pas un constructeur de console qui le dit. C'est réellement des gens du métier. Ce sont des gens qui sont habitués à programmer des jeux vidéo et qui sachent très bien que, voilà, pour avoir un jeu vidéo performant, il faut, je vais dire des bêtises, tant de plans graphiques, tant d'objets animés en même temps, plusieurs dizaines ou centaines de couleurs, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, ils ont couché sur le papier un plan une architecture en fait, de console de jeu, et ils vont voir bien sûr NEC, qui est à l'époque déjà le deuxième ou le troisième plus grand constructeur de composants électroniques du monde, pour leur dire, écoutez, nous on a ça sur le papier, si vous vendez cette machine, vous aurez la machine de jeu la plus performante du monde. Et effectivement, lorsque sort dès 87 la PC Engine, elle est d'une telle qualité, au niveau des graphismes, au niveau de l'animation, au niveau sonore, que pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, il y a réellement un pont entre la qualité dite des jeux d'arcade et la qualité des jeux à la maison. Et pour le démontrer, ce que font NEC, et notamment Hudson Software, ils vont adapter un jeu vidéo qui cartonne à l'époque dans les salles d'arcade, il s'agit de R-Type. R-Type, c'est un shoot'em up qui est d'ailleurs jouable dans Game Story.
Et en fait, bon, c'est un jeu voilà, qui est joué par des dizaines de milliers de joueurs partout dans le monde. Et pour démontrer les capacités, les prouesses graphiques notamment et l'animation de la machine, eh bien, ils adaptent R-Type sur la PC Engine. Et effectivement, lorsque sort R-Type sur la PC Engine à Noël 87, eh bien, c'est un succès considérable. Tout le monde veut jouer à R-Type et tout le monde veut jouer à la maison à R-Type sur la PC Engine. Et les premières cartouches de jeu sur PC Engine vont se vendre immédiatement et on va constater pour également quelquefois, enfin je pense pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, les premières files d'attente, vous savez, ces phénomènes qu'on a vus avec la sortie des PS2, etc., où les gens en fait campent devant un magasin la veille même de l'ouverture du magasin où va être vendu pour la première journée une console de jeu ou un jeu, eh bien ce phénomène va se produire pour la première fois avec la PC Engine. Les joueurs japonais vont camper devant le magasin et vont attendre de pouvoir s'accaparer une PC Engine et notamment le jeu R-Type. Et c'est également, et on va le voir dans un jeu qui a été sélectionné, et ça c'est extrêmement important dans l'histoire du jeu vidéo, c'est la première console de jeu à être sortie avec un lecteur de CD-ROM. Et le lecteur de CD-ROM, à l'époque, c'est une telle révolution. Imaginez bien qu'à l'époque, une cartouche de jeu, elle fait maximum, à l'époque, 1 mégaoctet. Lorsque le lecteur de CD-ROM sort, il donne accès à 650 mégaoctets. C'est soudainement comme si on vous disait, vous avez 650 fois plus de place pour faire des jeux vidéo, notamment ce qui va permettre aux créateurs de jeux vidéo de créer les premières introductions, vous savez, les films d'intro que l'on côtoie maintenant très classiquement sur nos consoles maintenant. À l'époque, ça n'existait pas sur les cartouches de jeu. Grâce à la capacité du CD-ROM, les premières introductions, qui plus est avec des bandes sonores, vont sortir sur les consoles de jeu. Donc voici l'adaptation à Outrun. Je vous parlais des formes de capacité graphique et d'animation de la PC Engine, sur laquelle donc étaient adaptés des jeux d'arcade. Donc je vous ai parlé également de Sega qui avait sorti ce jeu Outrun, qui est jouable d'ailleurs dans Game Story sur la borne d'arcade d'origine. Et voici l'adaptation sur PC Engine qui est très proche de la version arcade. La résolution graphique est un petit peu moins fine, il y a peut-être un petit peu moins d'objets à l'écran, mais en tout cas la sensation est là. Voilà. Et puis, donc je vous ai parlé du fameux lecteur de CD-ROM. Voici un des premiers RPG sortis sur le lecteur de CD-ROM de la PC Engine. Il s'appelle Is, pour la version américaine, Is-Book 1 et 2. C'est une compilation en fait, de 2 jeux qui étaient sortis auparavant, notamment sur des micro-ordinateurs japonais. Et ce que l'on entend ici, ça n'existait pas avant. C'est une bande audio. Ça n'existait pas avant dans l'histoire du jeu vidéo. C'est la première fois que les joueurs de jeux vidéo vont entendre réellement une bande sonore composée par des véritables musiciens quel que soit le matériel d'ailleurs. D'ailleurs, le groupe, pour l'anecdote, japonais qui va composer les musiques de Is-Book 1 et 2, qui s'appelle JDK Band, va connaître un tel succès grâce aux ventes extraordinaires de ce jeu au Japon et partout dans le monde, que c'est un groupe qui va en fait se produire partout dans le Japon et notamment sur des scènes. Alors vous pouvez imaginer, c'est un petit peu le monde à l'envers. C'est pas un groupe de musique connu, c'était peu importe Van Halen ou je ne sais qui, auquel on va demander de composer une bande sonore. C'est un groupe de musiciens qui compose une bande sonore pour un jeu vidéo. Le jeu vidéo remporte un tel succès que les musiciens sont appelés à se produire sur scène partout dans le Japon. Également, première nouveauté dans le jeu vidéo. Non, vous pouvez laisser. The ideal utopia. Once a country so peaceful and prosperous. Voilà, donc doublage d'acteurs dans un jeu vidéo, c'était également la première fois dans l'histoire du jeu vidéo qu'on entendait ça. Et je peux vous dire, parce que je l'ai vécu bien sûr à titre personnel, que lorsqu'on arrivait des consoles 8 bits ou même des micro-ordinateurs 16 bits à ça, vous pouvez vous dire que vous aviez franchi l'équivalent de 10 000 ans dans l'évolution humaine. Vous étiez là, mais c'est juste incroyable. La grande concurrente de la PC Engine, c'est bien sûr Sega qui revient avec un modèle plus évolué de leur console Master System et qui passe également à l'ère de la 16 bits. Et l'intérêt de Sega, c'est que, comme je vous ai dit, ils produisaient des bornes d'arcade extrêmement performantes, les Outrun, les Golden Axe, etc., tous ces jeux d'arcade qui continuent d'ailleurs d'être adaptés et téléchargeables souvent de manière dématérialisée sur les consoles de maintenant. Et bien, ce qu'ils ont fait pour créer une console 16 bits, ils ont dit, nous on a l'expérience de construire des jeux vidéo en arcade extrêmement performants. Donc pour construire notre console de jeu 16 bits, on va demander à notre département arcade, il y a plusieurs départements chez Sega, finalement, qu'est-ce que vous utilisez comme composants? On va un petit peu les alléger,
tout de même pour les rendre grand public, en tout cas abordables, qu'on puisse acheter cette console-là, non pas 50 000 francs, mais 2500 francs. Et on va intégrer donc ces composants dans notre machine de jeu. Et la Sega Mega Drive, c'est exactement ça. C'est quelque part un dérivé des bornes d'arcade de l'époque qui étaient extrêmement performantes. Du coup, la Sega Mega Drive coûtant moins cher, en tout cas les composants sont un petit peu moins performants. On le ressent notamment en termes de nombre de couleurs à l'écran. Il y a très peu de couleurs à l'écran. J'ai noté ici, il y a 16 couleurs simultanées sur 4 plans certes, mais ça fait quand même que 16 couleurs. Mais malgré tout, en termes sonores et en termes d'animation, la Mega Drive va avoir quasiment les mêmes performances qu'une borne d'arcade de l'époque. Et bien sûr, avec de telles capacités, eh bien on va voir évidemment des portages de bornes d'arcade, encore une fois Sega, comme Golden Axe, où cette fois-ci le portage, entre guillemets, a exactement la même qualité que la borne d'arcade, à quelque chose de près. Et puis surtout, comme la console est très performante en animation, eh bien on va voir finalement arriver enfin un grand concurrent à Mario, qui est donc Sonic. Et lorsqu'il crée Sonic, en fait, l'intérêt de Sega, c'est que lorsque vous jouez à Mario, c'est quand même relativement lent, vous êtes en train de placer au pixel près votre personnage sur la plateforme suivante pour essayer de lui faire bouffer un champignon ou je ne sais quoi. Et Sega, en fait, ils disent, nous on veut faire exactement le contraire, c'est-à-dire on veut faire un personnage qui va à toute allure, et finalement le décor, on veut quasiment pas le voir tellement on va vite. Voilà. Et grâce aux capacités d'animation de la Mega Drive, finalement c'était un pari acquis. Lorsque sort le premier Sonic, ici c'est le deuxième volet, qui est sorti juste après, un an ou 2 ans après, et bien lorsque sort le premier Sonic, effectivement, on n'avait jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo un jeu aussi rapide, dans lequel votre personnage traversait des niveaux à 10 000 km/h, et c'était, enfin à l'époque, voilà, c'était vraiment révolutionnaire. Et bien évidemment, Sonic continue de le jouer, il est devenu naturellement, grâce au succès qu'il a rencontré sur la console Mega Drive, et après d'autres consoles de Sega, la mascotte de Sega. Et bien évidemment, tout comme Mario, on n'a pas fini de bouffer du Sonic à toutes les sauces. Voilà. 90, on voit l'arrivée en fait il y a en fait une rupture dans l'espace-temps, entre guillemets, de l'histoire du jeu vidéo. Je vous ai parlé plusieurs fois du marché des bornes d'arcade très performantes, la PC Engine qui était très proche en termes de performance d'une borne d'arcade, la Mega Drive, même topo. Et finalement, lorsque sort en 90 la Neo Geo, eh bien en fait, pour la première fois de l'histoire, on a réellement accès à la qualité arcade chez soi. Et le problème, c'est que ça a un prix, bien évidemment. La console, lorsqu'elle sort, la Neo Geo, elle coûte 3000 francs. Il faut bien mettre en valeur qu'une console Mega Drive, en 88, coûtait à peu près aussi 3000 francs, 2500 francs. Donc la console n'est pas si chère que ça. Et le problème, c'est que la Neo Geo, en fait, elle utilise exactement les mêmes composants que les bornes d'arcade. C'est ce que je vous ai expliqué. Et donc, finalement, comme les jeux d'arcade représentent ce qu'il y a de mieux dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs de jeux vidéo pour les salles d'arcade qui, eux, travaillent de manière beaucoup plus pointue que sur les consoles 8 ou 16 bits classiques pour avoir les jeux vidéo les plus beaux, qui affichent les meilleurs graphismes et les meilleures bandes son, etc. Et le problème de cela, c'est que ça a un prix. Il y a un prix à payer pour avoir les mêmes jeux à la maison. Et le problème donc, ne provient pas donc, du prix de la console Neo Geo, il vient des cartouches de jeu. Et donc vous pouvez imaginer qu'à l'époque, en 90, si vous achetiez une console Neo Geo, cela vous coûtait donc 3000 francs pour la console de jeu, et si vous vouliez acheter un jeu, tout comme tout le monde le faisait sur les consoles 8 bits ou 16 bits, Mega Drive, etc. de l'époque, mais ça n'allait pas vous coûter 400 ou 500 francs, ça allait vous coûter le même prix que la console. Ça allait vous coûter entre 2500 et 3000 francs selon le jeu. C'était monstrueux. Mais avec un tel prix, vous aviez réellement donc, la qualité arcade à la maison et vous aviez réellement ce qui se faisait de mieux en jeu vidéo en 90 ou 91. Il n'y avait pas mieux. C'était impossible. Et est arrivé du coup avec des prix aussi prohibitifs, c'est clair, est arrivé un phénomène assez drôle, et je l'ai moi-même vécu dans mon village natal, dans le sud de la France. En fait, pour la première fois de l'histoire, on a vu apparaître, notamment dans des librairies, c'était le cas ici, de la location de jeux. Comme les jeux coûtaient sur Neo Geo 2500 ou 3000 francs, donc en gros, si vous aviez acheté un jeu dans l'année, c'est que vous étiez déjà très riche, eh bien on a vu arriver de la location de jeux Neo Geo, où cela vous coûtait 50 francs pour un week-end, vous pouvez jouer à la cartouche autant de fois que vous voulez, et au bout d'un week-end, vous la ramenez. Voilà. C'est assez intéressant. Et la Neo Geo, pour suivre le modèle de la PC Engine et même de la Mega Drive, sera équipée quelques temps plus tard d'un lecteur de CD-ROM
mais bon, elle ne remportera pas tant de succès. Ce qui est important ici de signaler, c'est que comme on a ici, avec la Neo Geo, atteint la qualité du jeu d'arcade, ça signifie quelque chose d'assez grave finalement pour les bornes d'arcade et pour les salles d'arcade. C'est que justement, comme vous avez chez vous la possibilité de jouer avec la même qualité que les jeux d'arcade, vous n'avez plus intérêt à vous déplacer pour aller jouer en salle d'arcade, malheureusement. Et donc à partir de 1990, et c'est un phénomène qui va s'accélérer, notamment en 1995 avec la sortie de la Sony PlayStation, eh bien, les salles d'arcade vont commencer à être désertées et vont commencer à péricliter. Voilà. Donc la Neo Geo, voici un jeu de combat, parce que c'est une console qui a porté d'innombrables jeux de combat, on ne va pas tous les énumérer, et du Samurai Shodown, du Fatal Fury comme ici, etc. Voilà, donc à l'époque, vous voyez la qualité des graphismes, de l'animation, etc. Les bandes sonores, il y a des gens qui parlent tout le temps, digitalisation sonore, un environnement graphique extrêmement perfectionné. Vous aviez réellement ce qui se faisait de mieux en termes de jeux vidéo à l'époque, et c'était même pas la peine d'essayer de trouver mieux sur une console concurrente comme la Mega Drive, où on va la voir, la Super Nintendo. Non, ça n'avait rien à voir. C'était soit la Neo Geo, soit autre chose. Et puis, grande icône du jeu vidéo, bien sûr, c'est Metal Slug, qui est jouable également dans Game Story. Donc Metal Slug, il faut voir qu'avec Metal Slug, on atteint ici un petit peu l'apogée de la 2D. Alors c'est intriguant maintenant que je sorte ce mot 2D, parce que jusqu'à présent, on a vu plein de jeux vidéo sur plein de machines différentes, mais j'ai jamais évoqué de différence entre la 3D et la 2D. On a simplement parlé de jeux vidéo. Et en fait, dans les générations qui vont arriver quasi systématiquement, immédiatement après, on va commencer à voir apparaître de la 3D. Et on peut supposer que Metal Slug représente ce qu'il y a de mieux en termes de 2D. C'est-à-dire, c'est l'environnement 2D pur, en faible résolution, avec un nombre de couleurs cernées, le plus graphiquement travaillé que l'on puisse trouver dans un jeu vidéo, où les animations sont fantastiques, votre personnage il court dans tous les sens, le tank qui saute partout, c'est un dérivé comment ça s'appelle, Tank Dominion, je ne sais pas si vous connaissez cet animé japonais. Donc Metal Slug représente ce qu'il y a un petit peu de mieux en termes de 2D et presque même, j'ai envie de dire, de pixel art, puisque en dessin au pixel, les créateurs de Metal Slug ont créé des décors uniques, il n'y a quasiment pas de répétition. Voilà, donc c'est un jeu vraiment très très beau pour l'époque et toujours très très drôle à jouer. Donc je vous incite bien évidemment à le découvrir dans Game Story jouable. La fameuse Super Nintendo, donc Nintendo portée par l'immense succès de la NES, bien sûr ça donne aux joies des consoles 16 bits, sortent leur console Super Nintendo, et en fait eux ils vont pourvoir leur console d'un composant graphique, en l'occurrence, qui va réellement révolutionner le jeu vidéo et qui va lui apporter, qui va ouvrir la voie réellement à la 3D. La 3D finalement c'est la prochaine grande évolution des jeux vidéo, on a déjà vu le CD-ROM. Il n'y a pas de lecteur CD-ROM sur la Super NES, mais on va y revenir. Et donc la Super Nintendo, elle va ouvrir la porte à la 3D grâce à un composant graphique très performant, et notamment un mode graphique qui sera d'ailleurs décrié dans la presse comme étant le fameux mode 7, qui sera utilisé au trans par les éditeurs de jeux. Donc la Super Nintendo, lorsqu'elle sort, elle a des jeux absolument mythiques comme F-Zero, qui vont poursuivre leur lignée sur plusieurs consoles, notamment jusqu'à la GameCube. Voilà, GameCube. Ici F-Zero, donc c'est un jeu de conduite, de simulation de conduite d'engins futuristes, et grâce aux formidables capacités d'animation de la Super Nintendo, vous allez voir que la piste derrière, qui est presque une piste en 3D, j'ai envie de dire, en tout cas en termes de fluidité graphique, d'animation, eh bien, offre un rendu qui n'était pas possible d'avoir sur des consoles concurrentes. Donc voici le fameux F-Zero avec cette merveilleuse musique de Mute City. Voilà, donc avoir une telle capacité d'animation de la piste, à l'époque c'était simplement hallucinant. Et bien évidemment, ça a propulsé la console au rang des consoles de jeux les plus vendues du monde, très rapidement, avec d'autres jeux comme Pilotwings, etc., etc. Et je vous parlais de la 3D. Et justement, voici le jeu qui va commencer à introduire la 3D au niveau du grand public. Il s'agit de Starwing, Star Fox, selon les versions, Starwing ici en Europe. Et en fait, ce que vous avez là, c'est de la 3D. C'est même pas un simulacre de 3D comme on va voir sur les PC juste après avec Doom. C'est la vraie 3D, certes face pleine, parce qu'à l'époque,
les composants graphiques ne sont pas assez performants pour pouvoir afficher des textures, mais grosso modo, le composant qu'il y a dans la cartouche Super Nintendo qui est capable d'afficher ces graphismes dits face pleine a quasiment les mêmes caractéristiques qu'un processeur graphique de maintenant. Voilà. Donc lorsque sort Starwing, eh bien, les gens voient effectivement dans ce jeu-là, et avec raison, l'avenir du jeu vidéo, ça va être la 3D. Juste une petite aparté sur la première borne d'arcade de Sega d'ailleurs, je vous ai parlé des formidables succès de Sega, c'est Virtua Racing. Virtua Racing, c'est en fait la première borne d'arcade en 3D qui allait figurer réellement des performances 3D innovantes et très performantes. Donc voici une capture de jeu de Virtua Racing. Donc c'est, à l'époque en termes d'expérience, lorsqu'il sort, c'est absolument hallucinant. On peut imaginer que la borne la plus majestueuse de Virtua Racing, c'est quasiment le cockpit d'une Formule 1 quasiment complète, dans lequel vous avez l'écran, dans lequel vous pouvez vous asseoir. Vous avez une expérience de jeu qui est absolument terrifiante, avec des vérins qui vous bousculent. C'est apocalyptiquement bien. Et donc en termes de 3D, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est vraiment très très performant à l'époque. C'est tellement performant qu'on parle pour la première fois également dans le jeu vidéo de l'effacement des frontières entre l'image de synthèse, c'est-à-dire ce que l'on produit comme image avec des ordinateurs les plus performants, et le jeu vidéo. Là on a quelque chose de très très proche. Et bien évidemment le problème de Virtua Racing, ce jeu-là sera adapté notamment sur la console Mega Drive quelques années plus tard, c'est que, il faut le savoir, Sega pour produire un jeu avec une telle qualité, utilisait des processeurs graphiques en fait utilisés par les simulateurs de l'armée américaine. Et chacun des composants graphiques, il y en a 4 ou 8 dans la Virtua Racing utilisés, notamment de la société Lockheed, si je ne dis pas de bêtises, chacun des composants coûtait 50 000 $. Alors vous imaginez le prix global de la borne d'arcade, c'était juste hallucinant. Donc bien évidemment, avant qu'on ait exactement la même qualité que cela dans le console de jeu, il allait falloir beaucoup travailler.